De Nathalie Lucrat, qui est professeure titulaire au département de didactique et professeure externe à l'UQAM, et Madame Tétrault, qui est professeure en technique d'éducation à l'enfance au Cégep de Saint-Hyacinthe. Alors, je vous laisse la parole. Oui, et le micro. Merci Julie. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Alors, on va passer maintenant à une partie qui concerne plutôt la formation initiale en éducation à l'enfance. Donc, on s'est intéressé un peu à de la formation continue du côté de la présentation de Geneviève. Et de notre côté, ben, c'est une expérience qui existe depuis très longtemps qu'on va vous présenter. Et c'est en fait une recherche évaluative sous forme d'évaluation de programme qu'on vous présente aujourd'hui. Et qui est financé par Avenir d'enfants également. Donc, peut-être, je vais y aller tout de suite avec... Je suis capable? Non, c'est un PDF. C'est un PDF, c'est toi. Un autre quoi? Un autre petit coup. Je vais avancer tout de suite parce que je vais manquer de temps. Okay. Donc, le contexte dans lequel ça se situe. Alors, au Québec, on sait qu'il y a environ 75% des éducatrices qui sont formées au collégial en technique d'éducation à l'enfance et la majeure partie vont suivre un DEC dans un des 28 collèges qui existent au Québec. Ce DEC-là, il y a une durée généralement de 3 ans et est constitué de plusieurs cours et généralement de 3 stages, habituellement un stage par année. Et ces stages se vivent dans des contextes de milieu de garde, donc d'éducation à la petite enfance. La façon dont les stages sont vécus, c'est qu'il y a actuellement des rencontres de supervision qui sont vécues avec les enseignants, de 3 à 4 visites qui ont lieu au cours d'un trimestre d'une quinzaine de semaines. Selon plusieurs études qu'on a consultées et les connaissances actuelles dans le domaine, on rapporte que cette formation-là serait, malgré ses possibilités et ses forces, assez insuffisante pour préparer les éducatrices aux défis du travail sur le terrain, particulièrement les éducatrices ou les étudiantes qui se disent moins préparées pour travailler en contexte de situations complexes, notamment avec les familles défavorisées ou vulnérables. C'est fait, merci. Alors, depuis 2015, au Cégep de Saint-Hyacinthe, il y a un modèle de formation. 2005, oui, désolé, 13 ans déjà. Donc, il y a un modèle de formation stage qu'on appelle Institut qui a été mis en place et implanté au département des techniques d'éducation à l'enfance. Ce stage-là diffère sur plusieurs points du stage traditionnel dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'abord, il est destiné uniquement aux finissants de 3e année, à l'automne et à l'hiver. Il s'adresse à 12 étudiantes à 2 jours par semaine, entre 7h45 le matin et 16h30 le soir, sur 12 semaines, pendant 2 sessions. Les étudiantes sont accompagnées en tout temps, dans ce stage-là, dans ce milieu-là, de 2 professeurs, 2 éducatrices guides qui sont présentes avec elles sur le terrain toute la journée. Et ça se vit dans le contexte de ce qu'on appelle la halte de garderie du cœur, qui est située dans les locaux du Cégep, dont la mission première est d'accueillir des enfants et des familles qui sont issus de milieux vulnérables. Donc, il peut y avoir des familles qui sont suivies pour négligence parentale, des familles de réfugiés, des enfants qui présentent des besoins particuliers. Et cette halte-là est le fruit d'une collaboration assez unique qui a été mise en place entre le Cégep de Saint-Hyacinthe et le Centre jeunesse de la Montérégie, auquel se sont ajoutés progressivement avec les années la Maison de la famille des Mascoutins, le CLSC des Mascoutins et le Centre de pédiatrie sociale Grand Galop. Alors, Jérôme va aimer ma présentation de type évaluation de programme. Donc, ce diapo-là présente un petit peu les particularités de ce modèle de stage-là. Donc, on y voit du côté complètement à gauche que c'est un programme qui se vit à la halte de garderie du cœur avec un objectif de permettre aux étudiantes le transfert des 22 compétences en technique d'éducation à l'enfance, mais en situation réelle complexe. Et ça se décline en activités, en techniques d'enseignement et en ressources qui sont spécifiques à cette halte-là. Donc, le matin, les étudiantes sont conviées à des rencontres de tutorat de groupe avant l'arrivée des enfants pour préparer la journée et font aussi des rencontres de tutorat le soir à la fin de la journée lorsque les enfants ont quitté. Ils vivent un entraînement pratique avec les parents et les intervenants à tous les jours en contexte d'activité. Et peuvent avoir aussi des rencontres individuelles aux besoins qu'on appelle les rencontres individuelles ponctuelles.
Les activités, il y a aussi des activités qui sont complémentaires aux 2 jours sur le terrain. Donc, il y a des rencontres préparatoires au début de la session avec les étudiantes avant d'accueillir les enfants et les familles, des rencontres d'équipe et des ateliers, et aussi une rencontre bilan à la fin de la session où les étudiants sont amenés à transmettre l'information aux intervenants du Centre jeunesse. Les techniques d'enseignement particulières à ce modèle de formation-là sont les rétroactions immédiates et régulières offertes par les enseignantes, les questionnements socratiques quotidiens qui les amènent à se poser des questions et non pas à répondre à des questions, un modelage exemplaire intensif de la part des enseignantes et du travail sur les résonances internes et sur l'habitus, c'est-à-dire comment résonne la situation qu'on est en train de vivre en relation avec cette famille-là chez moi et quelles sont mes habitudes d'intervention que je peux changer ou que je peux réfléchir. Lise pourra en parler de manière plus spécifique tout à l'heure. Les ressources, évidemment, il faut travailler avec des enfants et des familles vulnérables pour que cette approche-là fonctionne. On a besoin aussi de travailler dans une approche humaniste, centrée sur les familles et centrée sur les enfants. Un faible ratio éducatrice-enfant est présent. Les étudiantes s'occupent habituellement de 2 à 3 enfants sous leur responsabilité. Et la présence continue des formatrices ainsi que le travail en équipe des étudiantes sont essentiels. On a aussi documenté dans notre évaluation de programme la théorie des processus, c'est-à-dire quels sont les processus actifs de cette formation-là qui fonctionnent. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui apparaissent sur la diapo, mais je vous inviterai à regarder les parties qui sont plus colorées, qui illustrent un peu les 4 axes d'intervention du travail d'accompagnement des enseignantes avec les étudiants. Donc, le soutien à l'analyse et la réflexion qui se décline en plusieurs activités que j'ai présentées tout à l'heure, qui sont uniques à cette halte. Le soutien à l'amélioration des pratiques, surtout dans l'entraînement pratique, les tutorats, la supervision. Le soutien à la mobilisation des ressources, qui sont vécues beaucoup dans les rencontres préparatoires, dans les travaux, et la valorisation de l'identité professionnelle chez les étudiants. La diapo suivante nous informe davantage sur la théorie des effets, c'est-à-dire quels sont les effets à l'intérieur du modèle logique qui ont été observés par les gens qui ont mis en place cette approche-là pour qu'on puisse par la suite les documenter. Donc, ici aussi, j'attirerai votre attention sur la 2e rangée où on parle des effets à court terme et des effets à court terme à la fin de la formation. Donc, un peu au centre de la figure. Il y a beaucoup d'effets qui sont observés et qui sont identifiés à l'intérieur de ce modèle-là, mais j'aimerais attirer l'attention sur l'élément suivant qui est un peu transversal, c'est-à-dire qu'une fois que les étudiantes ont participé à cette formation-là, à la fin de la session, souvent on constate une augmentation de l'utilisation de leur savoir pour résoudre des problèmes liés à la pratique, une augmentation aussi de la sensibilité empathique des étudiants avec les familles vulnérables, avec les enfants qui vivent des défis, une volonté aussi de trouver des moyens pour s'améliorer, une réduction des préjugés face aux familles, face aux enfants, et aussi une augmentation de l'autonomie professionnelle. Et à la page suivante, on retrouve une certaine synthèse des effets rapportés parce qu'on a fait l'évaluation des effets sur les étudiantes dans les premières années de l'évaluation de programme. Donc, j'attirerai votre attention sur la colonne de gauche vers moi. Donc, certains constats. Alors, on remarque, les étudiantes nous disent d'abord qu'elles sont plus confiantes avec les parents dans leur pratique actuelle. Dans le verbatim de l'autre côté, on voit qu'elle dit « Je les prends comme des individus à part entière, pas juste des parents de l'enfant ». Les étudiantes rapportent aussi qu'elles ont des attitudes plus empathiques et moins de préjugés envers les parents entre le début et la fin de la formation. Je suis plus sensible à ces personnes-là. On dirait vraiment que je ne juge pas la personne, je fais juste apprendre à travailler avec elle. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé dans le stage de travailler avec ces parents-là. Évidemment, c'est dans le verbatim. Les étudiants, quand on leur demande à quoi elles attribuent cette évolution-là, toutes nous disent que le fait d'avoir pu travailler avec des familles vulnérables au quotidien, des familles différentes de ce qu'elles côtoient dans leur réalité, leur a permis de développer une certaine ouverture. Donc, en côtoyant des enfants d'une autre culture, dans un contexte socio-économique différent, j'ai changé ma perception. On leur demande aussi ce qui a fonctionné, puis elles nous disent, c'est le fait d'être accompagnées de formatrices pour nous aider dans ces interventions-là. Donc, je vais sauter tout de suite au modèle logique d'intervention auprès des parents, parce qu'on s'intéresse aussi aux parents vulnérables.
Donc, rapidement, le parcours type des parents, les parents vulnérables sont accueillis tous les matins entre 9h et 9h30. On accueille l'enfant, le parent avec son enfant en triade éducatrice parent-enfant. Ils ont l'occasion aussi de vivre un événement de retrouvailles entre 15h et 15h30 tous les jours. Et ils ont aussi l'occasion d'avoir des rencontres d'information sur l'intégration de leur enfant dans un cours qui s'appelle le cours Apprendre autrement, qu'ils suivent avec les centres jeunesse. Mais de façon ponctuelle, ils ont accès aussi à des moments de rencontres informelles, ils ont accès aussi à des rencontres individuelles et ils peuvent aussi observer leurs enfants en interaction avec les éducatrices dans les milieux de garde. Il y a plusieurs activités comme ça qui sont vécues. Je vais passer tout de suite à l'autre. Juste attirer votre attention sur dans le modèle logique des principes d'action de l'intervention auprès des parents qui est mis en place dans cette formation-là. On a des mots comme empathie, bienveillance, considération positive inconditionnelle, démocratie, tout ça englobé dans une approche de pratique réflexive qui permet aux gens d'intervenir, d'observer, d'analyser, de réfléchir ensemble en équipe et de rétroagir et de retourner intervenir avec les parents au besoin. Et ça, c'est entouré de différentes interventions où on s'assure que les parents se retrouvent dans un environnement social accueillant, sécurisant, valorisant, qu'on met en place des pratiques qui visent le soutien des habiletés parentales et des pratiques qui favorisent la capacité à s'organiser. Je vais sauter l'autre et l'autre, puis je vais laisser Lise s'adresser à vous et vous raconter quelques expériences qui ont été vécues de la vraie vie. Bonjour à vous, ça fait plaisir de m'adresser à vous et de donner quelques exemples. C'est en équipe que nous avons choisi parmi les centaines, on va dire les milliers d'exemples, quelques-uns, qui peuvent être signifiants. Alors, nous parlons des étudiantes et de leur augmentation de la capacité à se questionner et à émettre des hypothèses. Alors, nous avions une enfant qui avait peur de la toute petite marionnette chien. Alors, une enfant de 2 ans, née en camp de réfugiés, avait d'excellents réflexes de survie. Quand elle prenait un jouet, personne d'autre ne tentait de lui en donner. Lors d'une activité, les étudiantes ont utilisé une toute petite marionnette chien, une petite marionnette à main. L'enfant est tombé dans une détresse profonde. Alors, en camp de réfugiés, les chiens attaquent les enfants. Ce qui est intéressant ici, c'est que les étudiantes ne comprenaient pas. L'enfant. Alors, l'enfant est si affirmatif habituellement, c'est juste une marionnette de leur point de vue à elles, les étudiants. Alors, on leur a fait replacer, on les a fait se replacer du point de vue de l'enfant, de sa détresse et de ses besoins à elle, l'enfant. Alors, elles ont réintroduit la marionnette dans une cage. Bref, elles ont fait toute une série d'interventions et d'activités sur une longue période et qui se sont terminées par une activité de zoothérapie où l'enfant a réussi à rester en confiance en présence de l'animal vivant. Son père a pleuré en apprenant la nouvelle. Il nous a dit qu'enfin, il pourrait aller au parc avec son enfant. Alors, augmentation de sa capacité à faire de l'introspection. Alors, questionner son habitus, ses conceptions ancrées, ses résonances internes. Par exemple, son rapport à la propreté, à la famille, à l'immigration, à la marginalité. L'étudiante qui était discriminée et qui discriminait. Il s'agit d'une étudiante d'origine haïtienne qui est arrivée depuis 4 ans au Québec. Un matin, le premier matin de fréquentation, le parent dit à son enfant, en la pointant du doigt, que si elle était à la garderie, c'est qu'elle n'était pas méchante, contrairement aux autres personnes noires. Évidemment, l'étudiante était dévastée par cette remarque. Cependant, il y avait un couple formé de 2 mamans dont l'enfant fréquentait le service de garde. Notre étudiante haïtienne tenait les mêmes propos discriminatoires à leur endroit. Alors, nous avons eu le plaisir de l'accompagner, et ses concerts également l'ont accompagnée dans ce cheminement-là de prise de conscience, et finalement, elle a bien pris conscience qu'elle discriminait de la même façon qu'elle avait été discriminée. Et elle a reconnu tout le positif de ses mamans. Amélioration des pratiques éducatives avec l'enfant et le parent. Alors, l'enfant oublié, celui qui est vu. Le parent qui nous parle de sa voisine aussi. Alors ici, il s'agit d'une maman d'une famille monoparentale, 2 enfants. Un enfant de 4 ans, un enfant de 2 ans. Une maman qui n'accepte pas le handicap, qui se dessine chez son enfant de 4 ans et qui l'ignore. L'étudiante est horrifiée par cette attitude. On travaille donc avec elle le fait que chaque parent vit une situation comme il le peut, et c'est à nous de l'accompagner de la meilleure façon possible dans les circonstances. Ici, la mère l'ignore. L'étudiante s'est intéressée à l'enfant et était emballée par ses projets. Il les communiquait à la mère du mieux qu'elle le pouvait. L'espoir n'est sans attente. Finalement, la mère nous a dit en fin de session
que c'est cet emballement de l'étudiante et le contact de la progression de son enfant qui l'a amené à se tourner vers lui et à consulter. Je voudrais que c'était même la session suivante qu'elle est revenue nous montrer une photo de son enfant pour nous dire à quel point il était fier du progrès qu'il avait fait. Collaborer avec les familles. Alors, aider les parents à trouver les ressources alimentaires. Je pense que Geneviève disait tantôt. Alors, le CPE, c'est plus que juste un lieu où on s'occupe juste des enfants. Alors, des ressources alimentaires, vestimentaires, scolaires, tout en préservant la dignité du parent comme personne et comme parent. Alors, le parent qui nous parle de sa voisine et qui a des drôles de comportements avec ses enfants et qui nous demande notre avis. On fait découvrir aux étudiantes que c'est d'elle dont elle parle. Mais comment lui répondre tout en préservant sa dignité? Le parent qui nous ordonne de ne pas jouer avec son enfant pour ne pas le garder. Le parent qui nous dit de ne pas changer de couche, la couche suivie de son bébé de 4 mois, pour qu'il vive un inconfort et devienne propre. Le parent qui ne veut pas que son bébé de 3 mois dorme le jour pour qu'il fasse ses nuits. On discute et on analyse ces situations tout en faisant prendre conscience aux étudiants comment soutenir le parent dans le respect de qui il est, tout en l'accompagnant auprès de son enfant et en gardant le focus sur le bien-être de l'enfant et le respect du parent. Alors, ici, il y a des principes éthiques qui entrent en jeu et même souvent en conflit. Alors, on a des cours de philosophie de sociologie servent aux étudiants. Une dernière, comment briser les silos? Qui est le mieux placé pour intervenir pour le mieux-être de l'enfant et du parent? Alors, c'était une famille de 2 enfants aux prises avec des problèmes de poux récurrents et qui s'est fait mettre à la porte de 2 services de garde. Ça nous a pris 12 semaines pour les aider à se mobiliser et à éradiquer les poux. À chaque semaine, on faisait le point avec les intervenants de centre jeunesse et on décidait quelle était la meilleure stratégie et qui était la meilleure personne qui devait intervenir auprès du parent. Alors, on a alterné entre l'étudiante, l'éducatrice, le professeur, l'intervenant de centre jeunesse, selon l'évolution de la situation. Et la mère a finalement réussi à éradiquer les poux et elle a surtout enfin été très fière d'elle. C'est elle qui a fait l'intervention. Il y a une étudiante qui était